Grande édition du journal sur Actu-Ton Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire, procès Boukangalonzo, les prévenus dans l'affaire étaient tous présents à l'audience ce jeudi 14 juillet. Pour les parties accusées, il s'est agi de soulever les exceptions prouvant l'incompétence de la Cour à statuer. La situation est attendue au prochain rendez-vous fixé au 21 juillet prochain. Martin Fayulu Madidi a investi candidat président de la République pour les comptes de son parti politique SID. C'est ce qui ressort de son congrès clôturé ce jeudi à Kisangani. Autre chose, lancement ce jeudi 14 juillet 2022 de la toute première édition du test national sélection et orientation scolaire, une nouvelle épreuve réservée aux élèves de la 8e année. Près d'1 million 34 000 candidats y prennent part. Deuxième audience du procès Boukangalonzo, c'est jeudi 14 juillet à la Cour de cassation. Après des exceptions soulevées par les avocats des prévenus, la Cour de cassation siégeant en matière pénale a décidé du renvoi de l'affaire au 21 juillet prochain afin de se prononcer sur la question. Vous êtes sans ignorer que M. Matata Ponyo est sénateur et les faits pour lesquels M. Matata Ponyo est poursuivi ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Ces faits relèvent de sa qualité d'ancien Premier ministre. Nous avons eu à le dire à la Cour constitutionnelle, nous venons encore de le dire à la Cour de cassation. Dans un état de droit, pour qu'une personne soit jugée, il faut qu'on ait dans la loi lever l'option sur les juges compétents, mais aussi sur la procédure pour le poursuivre. Pour le cas de M. Matata, il n'y a aucune disposition de notre pays qui soutient justement le fait que il peut être justiciable de la Cour de cassation pour des faits qui relèvent de sa qualité d'un ancien Premier ministre. Et donc, nous avons ici déroulé une batterie d'exceptions devant le juge de cassation pour lui montrer que les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi ne relèvent pas de sa qualité de Premier ministre, plutôt de sénateur, mais de sa qualité de Premier ministre. Des exceptions balayées d'un revers de la main par le procureur général près la Cour de cassation qui a demandé au juge de cette instance de se déclarer compétent et d'instruire les dossiers au fond car toutes les lois de la République ont été respectées. Signalons par ailleurs que les trois prévenus dans cette affaire sont Christophe Grobler, gérant de la société sud-africaine Africom, Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux finances, ainsi que l'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Tous étaient présents à l'audience du jour. Pour la petite histoire, d'après un rapport de l'inspection générale des finances, ce sont près de 205 millions de dollars qui se seraient volatilisés à travers le projet de ces parcs. Congo et Kolomoko, c'est ce qu'a été le thème du deuxième congrès du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de Martin Fayulu. Du lundi 11 à ce jeudi 14 juillet, les membres de l'SID ont réfléchi sur des questions de redynamisation de leur parti en perspective des prochaines élections. Plusieurs résolutions ont été prises, principalement la désignation de Martin Fayulu comme candidat à la prochaine présidentielle. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le chèque évident de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, la déstabilisation des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et de Tanganyika affaiblissent l'État. Ces contextes appellent un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièces. Je suis prêt. Du nombre de résolutions, le SID n'attend pas boycotter les élections et charge son bureau national à nouer les moments venus des alliances formelles, structurelles ou non avec des partenaires politiques en vue de gagner les échéances de 2023. Aussi, le congrès SID recommande la levée urgente de l'état de siège ainsi que l'exhumation du rapport mapping.
Martin Fayulu a été plébiscité par sa famille politique candidat président de la République en 2023. C'est la résolution issue du deuxième congrès de l'ECD, son parti politique. Du côté du Nouvel Élan, parti politique d'Adolphe Mouzito, on estime que l'offre politique devrait précéder les candidatures des uns et des autres dans la perspective d'une alliance électorale pour les élections à venir. Oui, nous, Nouvel Élan, nous saluons la désignation de M. Martin Fayulu comme étant candidat président de l'ECD et non de la MOUCA. Quant à nous, il n'y a pas de polémique, mais ce qui nous concerne plus, nous, Nouvel Élan, nous sommes dans notre logique sur l'offre politique parce que il y a les prochaines élections, nous allons faire des alliances avec les personnes qui ont des projets de société, l'offre politique, parce qu'on ne peut pas revenir sur les erreurs du passé. Parce que la MOUCA n'avait pas un programme commun. Bruno Mimbenga, cadre de Nouvel Élan, a par ailleurs annoncé le prochain congrès de son parti politique pour désigner officiellement son candidat à la présidentielle. Non, nous ne sommes pas un parti mallette. Nous, Nouvel Élan, nous sommes un parti de cadres dont nous avons des ambitions pour gérer le pays. Pour le moment, nous, Nouvel Élan, nous sommes sur... Nous parlons de notre offre politique parce que Nouvel Élan aura bien ses alliés aussi dans les jours à venir, et puis, mais à condition que ça puisse répondre aux attentes de la population. Il faut noter qu'en peu plus d'une année des prochaines élections générales en RDC, plusieurs personnalités politiques ont déjà exprimé leurs ambitions de concourir à la présidentielle prévue en 2023. Il ne faut pas que les politiciens aient au cabot la peuple. Mercredi, à la place de la Poste dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était devant le Boyomé pour un meeting populaire dénonçant le comportement antipatriotique de certains acteurs politiques dans le contexte particulier d'agression dans lequel le pays se trouve confronté, notamment avec des groupes armés soutenus par des forces étrangères. N'a eu parole librement pour dénoncer l'attitude antipatriotique. Il y a certains hommes politiques Oyo Tango Moka Ezakoninga na Mupepe Pazolinga qui est quoi? C'est diabolique parce que dans le moment où on a attaque au président de la République, attaque aux la divergence politique, parce qu'il y a des président de la République, dans le moment où on a. Ce qui est, moi, je suis quelle que soit l'ambition, on a ensemble, il y a le président de l'angle, la Banguna, on a jouer jeu, il y a Banguna. Jean-Pierre Liaou a appelé les Boyomé à soutenir le chef de l'État. Pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, séjourne à la Tchopo en mission officielle pour superviser les opérations d'identification des agents de l'État éligibles à la retraite et de sensibilisation sur la réforme du basculement des retraités et des rentiers du système octroyé vers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'Italie prête à accompagner la Commission électorale nationale indépendante. Voilà ce qui explique les échanges que le président du bureau de la CENI a eu avec l'ambassadeur d'Italie en RDC. Un entretien enrichissant qui pose le base d'une collaboration précise, propos du diplomate en poste à Kinshasa. C'était tout à fait en visite de courtoisie avec le président de la CENI parce que je viens d'arriver à CNRDC et donc je voulais donner notre appui et notre confort au processus électoral qui va s'entamer ici en RDC. Et donc, nous soutenons bien sûr le processus électoral en RDC et l'indépendance de la commission électorale, la transparence et la redevabilité des élections. 73% des réalisations du programme de 100 jours. Voilà les résultats mis en avant après évaluation de ces projets par les comités de pilotage des veilles stratégiques, une structure de la présidence de la République coordonnée par François Mwamba. Mais les résultats, oui, 73% des réalisations suscitent
Controverse au regard notamment de la saga judiciaire née des détournements des fonds alloués au programme 100 jours. Florimond Mouteba est professeur en économie et président du conseil d'administration de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Il dénonce la démarche, il pense que l'évaluation est soumise à certains préalables. Une évaluation, ce n'est pas seulement un chiffre qu'on balance comme ça, n'est-ce pas? Une évaluation suppose que le programme lui-même a été évalué ex ante, c'est-à-dire avant sa mise en œuvre. Les Congolais, comme les étrangers, n'ont jamais vu un document de planification du programme de 100 jours. Alors, je peux aller plus loin. En mettant en œuvre le programme, où était le suivi? On ne nous a jamais parlé d'une cellule de suivi. On s'est retrouvé directement sur un procès d'un programme qui était fait hors budget, non planifié, et qui était fait hors budget, qui violait la loi, les différentes lois, celles sur les finances publiques. Le président de l'ODEP estime qu'il devrait y avoir une contre-expertise pour certifier de tels résultats. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a même un pays qui menace de vendre les fameuses pièces des maisons préfabriquées qui étaient prévues pour les militaires. Où sont ces maisons? Où sont-ils qui ont été réalisés? 58 millions de dollars ont été donc sortis et disparus dans la nature. Où sont ces maisons-là? Regardez seulement les sauts de moutons. On en avait prévu à Kinshasa entre 9 et 10, toujours de manière légère. D'ailleurs, dans les règles, on ne s'évalue pas soi-même. Ils auraient dû prendre un bureau d'études extérieur, il y en a à Kinshasa, ou même international, qui serait venu faire l'évaluation. On ne s'évalue pas soi-même. L'autosatisfaction, quoi. Lancé en mars 2019, quelques semaines après la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi, le programme de 100 jours aura été celui de toute actualité. Plusieurs personnalités du pays, dont Vital Kamerhe, aujourd'hui libre, ont été citées dans l'affaire détournement des fonds alloués à ces projets. Lancement ce jeudi 14 juillet 2022 de la toute première édition du test national de sélection et orientation scolaire. Une nouvelle épreuve créée par la loi cadre réservée aux élèves de la 8e année. Pendant 2 jours, les élèves de 8e année de l'enseignement de base, ex-2e année de l'ancien cycle d'orientation, prendront part aux épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle appelé TENASOSP en sigle. Pour la tenue de cette première édition lancée à partir de Lubumbashi au lycée Twendele, commune de Lubumbashi, ville du même nom dans la province du Haut-Katanga, par le professeur Tony Mwaba, se sont au total 1 330 286 candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons qui y prennent part sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que ces tests devra désormais gérer le flux des élèves à la sortie de la 8e année, qui n'est censé être en réalité qu'une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation des finalistes de l'éducation de base vers leur vraie filière aux humanités ou cycle court professionnel. Il a consacré toute la journée du mardi 12 juillet 2022 à la visite d'inspection des chantiers du projet Kinzero Trou. Lui, c'est Alexis Guissaro Mouvouni, accompagné du directeur général de l'OVD et celui du BTC. Le ministre d'État en charge des ITP a parcouru 3 districts de la capitale congolaise. À la Tchangou, pour commencer, l'entrée Njili est achevée sur 3 km. Au boulevard Kinkole, les travaux sont en cours après la prise en charge d'une érosion qui dérangeait la route en pleine réhabilitation. Et sur l'avenue Bosango, la problématique du ruissellement des eaux de Transco a été résolue après la construction des ouvrages d'assainissement. À Kinkole, le patron des ITP a fait le point sur la voie d'accès au débarcadère qui y sera construit. Deuxième étape, le district de Moamba. À l'entrée Matete, quelques mois seulement après son dernier passage, c'est un nouveau tableau satisfaisant avec le DALO en construction malgré quelques soucis avec le réseau SNEL et Régie des eaux. Mulumba Kachi, cette avenue située dans la commune de Lemba, est revêtue de sa jolie robe. Il ne reste plus que 100 mètres à asphalter.
Alexis Guissaro Mouvouni a été arrêté lors de son itinérance par une mère des familles. Celle-ci a soumis au patron des ITP les doléances de la population de ce coin sur la problématique d'assainissement rencontrée. L'OVD et le BTC ont été chargés pour décanter cette situation. L'avenue Université, artère censée fluidifier le trafic à Moamba, n'était pas en reste. Les travaux s'exécutent sur la chaussée qui sera en béton. Point de chute de ce périple, la Funa, précisément sur l'avenue Victoire où les travaux évoluent bien. La tête couronnée des ITP invite les Quinois au civisme, surtout pour les ouvrages d'assainissement. La Banque africaine de développement BAD a organisé ce jeudi 13 juillet 2022 un atelier de consultation sur la note de diagnostic pays et le rapport combiné d'achèvement du document des stratégies pays. Il était question de faire l'état des lieux de projets financés par la BAD en RDC, notamment dans plusieurs domaines, dont celui des infrastructures, du social et de l'agriculture. Et dans le cadre de cette stratégie, nous avons mis beaucoup l'accent sur les infrastructures structurantes et des opérations aussi visant à transformer l'agriculture congolaise. Et nous l'avons entamé et nous faisons des progrès. Et nous avons également intervenu dans le domaine, bien sûr, social, étant donné que tout ce que nous faisons, c'est avoir un impact sur les populations. Cette rencontre a permis également la collecte des avis des acteurs concernés par ce programme. La présente réunion de consultation a pour objectif donc de collecter vos avis en tant que différents acteurs concernés par ces programmes en vue de s'assurer que les interventions retenues sont alignées au rang des priorités tracées par le gouvernement. Tout à l'heure, il sera procédé à la présentation de 3 documents importants qui fondent notre coopération, donc à savoir la note de diagnostic pays, la préparation du rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2013-2022 et la revue de la performance du portefeuille de la banque en RDC pour l'année 2022. Les ministres concernés ont loué la volonté de la BAD à contribuer au développement de la RDC. Beaucoup d'infrastructures rurales, notamment les routes de dessert agricole, vous en doutez, l'approvisionnement en eau potable, les infrastructures socio-économiques de base dont les écoles, les centres de santé, les marchés, pour ne pas parler de marché public qui veut dire autre chose sur le plan de droit, les marchés. Sans oublier les domaines d'accompagnement dans l'agriculture. Les résolutions de cette rencontre vont permettre l'élaboration de la nouvelle stratégie à partir de 2023. La rétrocession octroyée aux communes par la ville de Kinshasa, telle est la matière sur laquelle les comités locaux des gouvernances participatives se sont penchés. C'était ce jeudi 14 juillet au centre Lindongi à Kinshasa. Une activité qui entre dans le cadre de son programme Just Future, programme au sein duquel a été mise en place par la commission épiscopale Justice et Paix de la Cinco, une structure capable de constater une faible réalisation des besoins prioritaires choisis par la population. Étape qui vient après une série d'analyses sociables effectuées dans 5 différentes communes de Kinshasa, dont Matete, Njili, Ntsele, Kalamu et Gombe. Comme piste de solutions, les comités locaux des gouvernances participatives recommandent au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et au gouvernement central de notamment rétrocéder régulièrement les 40% des recettes dues aux communes. Les bourgmestres sont en difficulté. Et c'est comme ça que nous avons vu à chaque année, parce que ça fait plus de 5 ans que le budget participatif est implémenté au niveau des communes par les comités d'orientation des réformes des finances publiques, les COREF en sigle, qui a implémenté le budget participatif dans toutes les communes. Et plus de 5 ans, on ne fait que tourner à rond parce que les communes n'ont pas de recettes. Ça, c'est une difficulté réelle. Et c'est comme ça que le plaidoyer, nous avons écouté les bourgmestres, nous avons écouté les doléances des bourgmestres, nous avons écouté les doléances de service des assiettes, c'est-à-dire aux 2 mandataires et les comptables. Et c'est comme ça qu'avec tout ce que nous avons récolté,
Nous allons maintenant mener les plaidoyers au niveau de la ville-province. Et en dehors de la ville-province, ça va remonter même au niveau national. Parce que nous allons prendre tout ce que nous avons récolté et donner à nos pères évêques. Après les 5 premières communes choisies, les initiateurs de ces projets comptent bien étendre ces processus dans les restes des communes de la capitale congolaise. Chose promise, chose due. Le groupe Wenge Musica a tenu sa promesse de remettre 40% de sa recette du concert du 30 juin aux veuves des militaires et artistes. Pour la première étape, c'est jeudi, ce sont 100 millions de francs congolais qui ont été remis aux femmes veuves des artistes. Pour Amadou Diaby, initiateur de cet événement, la réconciliation des Wenge, bien plus que la simple musique, se veut être une réconciliation avec le cœur meurtri par la perte de l'heure qui ont fait le bonheur des fans et de l'honneur des arts. Les artistes congolais basali trop na ba comédien na musique congolaise. Nathalie na bango tout solo na ici bango mais pourquoi pas toka ça ba maman veuve oyo ba ko faire mi ba ba collègue na bino bango bandimi ya moto ba que tout décider to pesa bango 40% ya spectacle oyo biso to beta maxi pour il bango. Propos soutenus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Ce n'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. C'est un exemple des dépassements et des transcendances où l'élo est à obligation pour les Congolais, tous à la Elongo. Pour l'artiste musicien Werason, le geste vient du cœur. Moni ba mama wana ba bal na bango bazali souté. Batikali bango mona mta sauver bango. Oui bien une culture le comment na mboka, il faut dire la vérité. L'empêchement ba concert ailleurs. Alors il fallait quand même geste en ndenge za pour réconforter ma maman wana. Bazana moral ba comprendre que ba œuvre mibal na bango. O etikali ezobeta lelo bazo koyoka yango. Alors, il fallait quand même geste en Stade des Martyrs. L'une des bénéficiaires, la veuve de l'artiste sans souci, salue ces gestes. Merci na groupe Massa Mobimba et puis na Yemogonanu Amadou na likanisi oyo azui vraiment nzamba pambole mingi et puis bande kona biso ya Wenge bandimi ke likambo esalema 13 ans lelo ya kivevage namona nanu likambo esalema te ezambala liboso. Alors napesi nzambe merci nakomisi nzambe nzamba za malamu na likambo esalema. Outre cette enveloppe, Amadou Diaby a pris en charge le soin médicaux de la veuve de l'artiste musicien Lutumba Simaro. La deuxième étape consistera à la remise de l'enveloppe des veuves des militaires. Rendez-vous prévu la semaine prochaine. Veuve de Mikanda, Kinshasa, centre-ville, commune de la Gombe, ici un des plus grands espaces commerciaux et d'échange, les royaumes de l'informel. S'il existe 7 jours de la semaine comme connu de tous, un seul jour semble être le plus commenté et déjà qualifié. Jeudi choc. On peut l'entendre sortir de beaucoup de langues, mais qu'évoque vraiment le fameux jeudi choc? Jeudi choc est un terme moko tout le bango ya bayanki ya bakopera bato bakina koluka mbongo. C'est-à-dire étant au bimaka il y a bato muso amona ke jeudi za journée moko pona ye soka bimia a gagner raté a bénéficier raté en fait par rapport à musalo ya salak. Voilà pourquoi ça bato ba surnommé yango jeudi choc. Jeudi choc eza journée moko kaka côté ke ezalaka bien te. Mais nzambe azaka nzamba mawasala makamna ndenge na. Choc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choquer jeudi ou on pas que l'entreprise mingi vendredi et fonctionne à raté. Samedi, on a une demi-journée. Donc c'est comme ça, jeudi choc. Mais c'est long dans le but, jeudi choc qu'ils ont raté. Pour ceux qui ont dans la société, au coup du lundi au samedi. C'est normal. Mais au balobaka jeudi choc ils allaient coopérant. La plupart, lundi, est belé. Baki ko somba marchandises mardi bato musu bakenda raté mercredi bato bimaka so ebele vendredi bato bimaka ebele
siko bato bamonaka mikolo na bete jeudi choc ezalaka nango te. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, les mystères du jeudi choc planent et planera encore. À la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin organisée par l'Égypte, les Léopards de la RDC ont fait un faux pas à leur troisième sortie. Faux pas sur les scores serrés des 31-32 devant les Palanches Négraches d'Angola. En soi, une défaite sans aucune incidence sur la marche qualificative de la RDC, classée deuxième du groupe D et qui accède en quart de finale de cette compétition. Qualification a priori acquise pour leur double succès obtenu à leurs deux premières sorties, l'une contre la Zambie et l'autre devant le Sénégal. Ainsi qualifié, le handballeur congolais se voit branché sur la trajectoire de la sélection tunisienne dans une partie où la RDC devra jouer crânement leur chance au regard de la valeur de l'adversaire en face. À ce titre, le rendez-vous est pris pour le vendredi 15 juillet au Caire pour qu'on sache davantage sur l'avenir de la RDC dans cette compétition organisée du 11 au 18 juillet prochain et qui aura connu la participation des 14 différentes sélections nationales du continent. Tout pour l'organisation prochaine d'un championnat d'élite des U17 en football féminin. Tout un projet initié par la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football, d'où le sens de cet atelier organisé par la DTN pour la détection prochaine des jeunes futurs talents. Première étape de ce projet validé par la FIFA, cet atelier a l'intention des structures liées à l'encadrement des jeunes. Et aujourd'hui, nous avions réuni les différentes parties prenantes de la Ligue nationale de football des jeunes, la Ligue nationale de football féminin, les médias que vous êtes, la DIRCOM, et les arbitres, le département d'arbitrage, la direction technique nationale, qui sont impliqués dans le programme de soutien technique au développement du football, et qui est lancé par, que nous avons obtenu de la FIFA. Et c'était question aujourd'hui qu'on puisse valider et que les parties prenantes puissent valider la suite des actions que nous voulons entretenir, notamment la détection des jeunes filles prochainement et l'organisation de championnats féminins des jeunes dans la catégorie élite U17 et les tournois des académies. Donc c'est toutes ces actions-là que nous sommes venus présenter auprès de ceux qui œuvrent avec nous, sur que nous pourrons nous appuyer pour organiser et réussir ce projet. Ce projet sera d'application dans un premier temps à Kinshasa avant d'entrevoir autre chose en province. L'accompagnement de la FIFA ne pourra être effectif qu'en 2023 si ce projet produit des résultats escomptés. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.